Au mélangeur, mais il est vide. C'est une huile exceptionnelle, 250 nouveaux francs de Ah ben voilà. Un billet de 1000, ça fait 10 nouveaux. She's all too funky to be any harm. She don't make sense unless you've known her from the start. I've seen into her eyes through the color of her hair. Some say the lights are on, but nobody's there. Over and over, she's first on the scene, looking hotter than a magazine. Let me go up, let me go down, take it to the side. S'émerveiller, c'est un très grand moment. Il y a une qualité de plateau absolument incroyable et en même temps un pilotage assez sérieux sur la piste, donc c'est vraiment magnifique. C'est un circuit qui ouvre qu'une fois par an ou 2 fois par an maximum. Voir les voitures qui m'ont fait rêver quand j'étais bambin, c'est déjà fantastique. Mais alors, vous pouvez imaginer ce que ça fait quand on les pilote. Pour moi, c'est fascinant. C'est comme être devant une collection de jouets. Ah oui, c'est pas le passé, parce que quand on voit les voitures qui tournent, on est trop content parce que c'est les voitures qu'on a fait courir et qui aujourd'hui ont été restaurées dans des conditions exceptionnelles. C'est comme un super festival, c'est un peu le Woodstock de l'automobile. Tout le monde l'attendait depuis 2012. Le Mans Classique, 7e édition de cette course qui est à présent l'une des plus belles et l'une des plus grandes dans le monde de la voiture ancienne. Mais le Mans Classique, c'est également une course unique en son genre car elle se dispute durant 24 heures sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Le paddock a revêtu son habit d'antan lors de cette première semaine du mois de juillet. Les contrôles techniques sont l'occasion pour les pilotes et pour les teams de se retrouver dans ce paddock mythique. Un paddock qui déborde d'activité. Les voitures sont rangées dans 6 zones distinctes par année de participation aux 24 heures. D'entrée, on en prend plein les yeux. Imaginez, les Bentley d'avant-guerre côtoient les sublimes Jaguar Type C du début des 30 Glorieuses, tandis qu'un peu plus loin se met en place une réédition du match Ferrari-Ford des années 60. Sans compter la longue lignée des Porsche victorieuses dans la Sarthe, prêtes à reprendre du service le temps d'un double tour d'horloge. En quelques pas, on voyage dans l'histoire de la plus grande et de la plus belle course d'endurance au monde. Ça, c'est le Mans Classique. Le Mans Classique, c'est une véritable course, alors on ne badine pas avec la sécurité des pilotes et des spectateurs. Tous les éléments de protection modernes sont bien entendu vérifiés et passés au crible lors des contrôles. Le Mans Classique est né dans l'esprit de Patrick Peter en 2002. La plus grande difficulté qu'il ait rencontrée est celle de faire fermer les routes nationales empruntées par le circuit une deuxième fois dans l'année après les 24 heures modernes. Mais Patrick Peter
est un homme tenace qui va au bout des choses et au bout de ses rêves. Avec le soutien et la participation active de l'Automobile Club de l'Ouest, en 12 années, 6 éditions, le Mans Classique est devenu le plus grand rassemblement de voitures anciennes en Europe continentale. Un événement de grand prestige à la recette sans cesse ajustée. Au début, quelques milliers de spectateurs étaient sur le bord de la piste. En 2012, plus de 100 000 ont visité le paddock et l'édition 2014, malgré une météo plus que capricieuse, a attiré 110 000 fans. On essaye de faire des belles courses, on essaye que le public ait accès aux voitures facilement et ça c'est vraiment important. Il y a une frustration aujourd'hui sur beaucoup d'épreuves modernes où on ne peut pas approcher les voitures, on ne peut pas discuter avec les pilotes et là au contraire les collectionneurs sont ravis d'expliquer tout le palmarès de leur voiture, etc. Et puis on fait beaucoup d'autres animations autour. Animation de prestige pour les pilotes invités par Patrick Peter au dîner officiel d'ouverture du Mans Classique dans les magnifiques jardins de l'abbaye de l'Épau. Le thème de la soirée n'est pas bien compliqué à deviner. Retour sur le circuit vendredi début d'après-midi. Le ciel est menaçant lorsque les premières voitures montent en piste. Et il s'agit bien en effet des premières voitures à avoir participé aux 24 heures. Nous sommes en 1923 lorsque l'idée d'un concours d'endurance fait son apparition sur un parcours tracé en périphérie de la ville du Mans. Les années 20 sont la véritable charnière historique entre l'automobile, objet d'innovation, attribut de snobisme ultime et machine de grande consommation qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Très vite, l'idée de base, celle d'un concours d'endurance, de commodité, d'habitabilité et de solidité sur un double tour d'horloge, se transforme en course de vitesse et très vite, les voitures évoluent et deviennent des engins de course destinés à aller toujours plus vite. Il en sera ainsi jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Le premier plateau du Mans Classique rassemble ces voitures. Les périodes de guerre et d'après-guerre sont riches en innovations techniques et industrielles, à chaque fois impressionnantes d'inventivité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les voitures qui constituent le second plateau du Mans Classique. Construites entre 49 et 56, leurs formes n'ont plus rien à voir avec les engins d'avant-guerre, que ce soit d'un point de vue mécanique ou esthétique. Et tout cela ne peut pas laisser un grand patron d'industrie automobile insensible. Carlos Tavares, président du directoire de PSA Peugeot Citroën, était au Mans Classique en tant que pilote, mais surtout comme passionné. L'élément le plus frappant et peut-être le plus valorisant, c'est le fait qu'on a ici des objets d'une valeur inestimable qui ont été préparés, dans certains cas reconstruits avec un souci du détail, une rigueur extraordinaire qu'on imagine difficilement et qui sont conduites par des passionnés, par des gens qui aiment la mécanique, qui aiment la complexité, qui réalisent que finalement une automobile c'est une œuvre d'art, chose que dans notre société on a un peu de mal à dire, mais il faut le dire et le répéter. Une automobile c'est une œuvre d'art stylistique, c'est une œuvre d'art mécanique, c'est une œuvre d'art électrique, c'est une œuvre d'art de châssis, de mise au point, de développement. Et donc il faut le reconnaître et on trouve ici des gens qui ont un dénominateur commun, c'est qu'ils ont tous compris cela. Le virage des années 60 est important dans l'histoire de l'automobile en général et celle des 24 heures du Mans en particulier. Les œuvres d'art que sont les voitures de sport deviennent à cette époque de véritables engins de pointe. Les prototypes développés pour la course font leur apparition. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si en 1957, Hawthorne franchit la barre des 200 km/h de moyenne au volant d'une Jaguar D. À présent, les meilleurs pilotes au monde conduisent leur voiture d'usine aux 24 heures et grâce à cette caméra embarquée à bord d'une Maserati 250S de Haupt et Zweiler, on comprend bien qu'il faut à présent se battre au volant pour rouler avec ces œuvres d'art à 4 roues. C'est vrai que la dimension artistique est pour moi revêt à mes yeux énormément d'importance parce que la satisfaction de l'œil est majeure. Donc on ne peut pas se satisfaire de la seule technique. On le voit dans l'automobile, on le voit dans l'horlogerie. Cette notion d'émotion qui est révélée par la technique, on le retrouve aussi avec l'architecture des produits, des voitures, des montres, etc. Donc c'est une vraie osmose. Le summum de l'art automobile dans les années 60 est sans aucun doute Ferrari, le constructeur italien qui fait courir les 250.
Au Mans Classique, les plus prestigieuses de toutes, les plus rares également étaient exposées. À l'initiative de Brandon Wang, le célèbre collectionneur de Ferrari, c'est un musée roulant qui s'est installé pour quelques heures au milieu du paddock avant de reprendre la route vers Maranello. Le 250 Tornano a casa, c'est le thème de ce rallye exceptionnel qui a défilé en piste, l'occasion d'admirer les 20 plus belles Ferrari 250 au monde. Pas moins de 3 GTO, une exceptionnelle GT California ou encore une 250 Testarossa modèle victorieux au Mans en 58, 60 et 61. Les Ferrari règnent sans partage sur la période s'étalant de 62 à 65 qui constitue le plateau 4 du Mans Classique. Mais les adversaires ne restent pas les bras croisés. AC, avec ses surpuissantes Cobra, donne la réplique aux Italiennes, mais il y a surtout Ford qui arrive avec le prototype développé avec Lola, la GT40. Elle sera l'arme qui va détrôner Ferrari de son piédestal, une voiture qui a fait l'histoire du Mans. Emanuele Pirro, 5 fois vainqueur au Mans, connaît l'histoire de cette course qui lui a tant donné et il ne rate sous aucun prétexte la Biennale du Mans Classique. La storia mi è sempre piaciuta. Corro con le macchine storiche già da quasi 20 anni. L'histoire m'a toujours passionné. Cela fait 20 ans que je roule avec des voitures anciennes et j'ai un respect énorme pour ces objets qui ont fait l'histoire, pour les voitures, pour la technologie. Et puis, c'est un véritable plaisir de conduire des voitures qui ont de la personnalité. Les voitures actuelles sont performantes, presque parfaites, mais elles n'ont pas la personnalité des voitures de l'époque. C'est à chaque fois comme un rêve lorsque je monte dans ces voitures. J'adore ça. Mais d'un côté, ce type de pilotage en glisse, en dérapage, me plaît beaucoup. En revanche, il me manque la sensation de pouvoir aller chercher le dernier petit dixième. Car par respect pour les voitures et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas attaquer à fond avec ces vieilles voitures. La période qui s'étend de 66 à 71, celle du plateau 5 du Mans Classique, est composée de bon nombre de Lola T70, les voitures les plus performantes dans les courses historiques actuelles. Mais à l'époque, c'est l'usine Ford qui règne sur le Mans et Porsche qui monte en puissance avec ses modèles 906, 907, 908 et 910. Jürgen Bart a fait partie de l'aventure Porsche aux 24 heures du Mans. Cette année, il pilotait une 907 longue queue. C'est uniquement le plaisir et de montrer les techniques de l'époque. Et je pense que cette voiture, avec un petit moteur de 3 litres, il roulait déjà plus de 300 km à l'heure à l'époque. Et je pense que c'est une innovation technique avec les longues queues. Et c'est la première voiture longue queue qui roulait ici au circuit. Porsche ne parviendra jamais à accrocher la victoire finale avec ses protos à petit moteur. À Stuttgart, on décide alors de mettre au point un monstre à moteur 12 cylindres de 6 litres de cylindrée. En 1970 apparaît la 917 aux 24 heures du Mans. Elle s'impose grâce à Hermann et Atwood. Un an plus tard, Helmut Marko et le jeune pilote hollandais Gijs Van Lennep doublent la mise avec la 917. Van Lennep était au Mans Classique et cette victoire de 1971, il l'évoque comme un véritable miracle. En 71, je pilotais donc la 917 numéro 22, la voiture Martini. Elle était équipée d'un châssis en magnésium. On nous avait caché ce détail. Le magnésium était très léger et surtout, il brûlait très bien. J'ai appris il y a 2 ans à peine, 40 ans après notre victoire, qu'après les essais à Weissach, ils avaient constaté qu'il y avait des fissures dans le châssis. Et à l'époque, ils se sont dit « Oh, dommage, Helmut et Gijs ne vont jamais terminer cette course. » Et tandis que tous les autres ont rencontré des soucis mécaniques, nous avons terminé et même gagné. Comme quoi, on ne peut jamais préjuger de rien en 24 heures du Mans. Et l'histoire bégaye pour Van Lennep qui en 1976 gagne à nouveau sur une Porsche 936 en compagnie de Jackie X. À l'heure actuelle, Gijs est le seul pilote batave à s'être imposé aux 24 heures du Mans.
La 936 avec laquelle Van Lennep s'impose est la première voiture turbo à gagner au Mans. La période la plus moderne présentée au Mans Classique s'étale de 72 à 79. Cette période correspond à l'avènement des prototypes de petites cylindrées favorisés par le règlement de la CO, mais également à l'avènement des moteurs turbo. Nous venons de faire une rapide balade dans l'histoire des 24 heures sur la piste. Mais le Mans Classique, c'est également un retour dans le passé au sein même du paddock. Les véhicules modernes n'ont pas droit d'entrer dans l'enceinte du circuit au risque d'être vus d'un très mauvais œil par la gendarmerie nationale qui veille au grain. Flâner dans le paddock du Mans Classique, c'est un plaisir solitaire ou qui se partage entre générations, tant il y a de choses à découvrir. L'exposition dédiée aux maîtres de la carrosserie française fait partie des incontournables détours de cette édition 2014. 16 voitures d'exception et quasiment toutes uniques et dévoilaient leur charme sur la pelouse du village. Si la Fédération française des véhicules d'époque défend devant l'UNESCO l'inscription de l'art de la carrosserie au patrimoine de l'humanité, ce n'est pas un hasard. En visitant l'exposition, on peut en effet se rendre compte à quel point les habilleurs de châssis automobiles exerçaient dans les années d'avant-guerre un art d'exception. Autre exposition, celle dédiée aux avancées technologiques réalisées grâce aux 24 heures du Mans. Les phares anti-brouillard apparus en 1926 sur une Lorraine Dietrich, les roues carénées qui datent de 1937 et que l'on doit à Schenner et Walker, ou encore les freins à disque que l'on doit à Jaguar sur le modèle D. À proximité, les 28 châssis ayant participé aux 24 heures et sélectionnés pour Le Mans Heritage Club. Un concours d'État pour faire revivre la mémoire de la vitesse était exposé aux yeux de ses visiteurs. Et tous ces modèles ont été immortalisés dans le studio Virage. Les voitures du Le Mans Heritage Club ont également roulé en parade sur le circuit car toutes sont en état parfait de fonctionner. Il s'agit d'ailleurs d'un des critères primordiaux pour décrocher le premier prix. Il y a des critères d'état, effectivement, si la voiture a perdu sa carrosserie, si la voiture a perdu son moteur, si la voiture a refait une partie du châssis, même si on a une continuité historique, évidemment, elle va moins marquer de points. Après, il y a aussi l'aventure des hommes. Il y a des voitures qui ont été faites par un privé qui a dessiné lui-même sa carrosserie. Alors là, elle a le coup de cœur, forcément. Cette BRM à turbine, c'est technique hélicoptère, spécifiquement fait par la marque, par Rover, pour Le Mans. Donc elle était hors concours en 63, où elle aurait été 8e, et elle a couru en 65, où elle a été 10e au général. Donc c'était vraiment une technique intéressante et fonctionnelle. Et ni plus ni moins que Jackie Stewart et Graham Hill ont piloté cette voiture. C'est d'ailleurs cette Rover BRM qui remporte le concours Le Mans Heritage Club 2014. Il y a plusieurs manières de participer au Mans Classique. Sur la piste, bien entendu, en tant que spectateur évidemment, mais il y a également la possibilité de s'y rendre avec sa propre voiture ancienne pour autant que vous fassiez partie d'un club. Près de 8500 véhicules de club étaient rassemblés sur les pelouses du circuit Bugatti. C'est la possibilité d'avoir des concentrations de nos modèles, de rencontrer nos adhérents, de faire des tours de piste éventuellement. Voilà, donc c'est que du plaisir, nous on est vraiment fans. Et bien entendu, la plupart des constructeurs soignent leurs fans, à l'image de BMW qui proposait une exposition de ses plus emblématiques modèles de compétition au beau milieu du Village Club. Mais le plus remarqué de tous les clubs, c'est Porsche. Est-ce dû au retour aux 24 heures du Mans de la marque allemande en juin dernier? Toujours est-il que les Porschistes sont venus en masse au volant de toutes sortes de modèles et bien entendu la 911 reste la référence pour tous. Au Mans Classique, il y avait plus de 1000 Porsche réunis par le club.
Le partage de la passion, c'est le mot d'ordre. Et les averses ainsi que les orages n'arrêtent en rien cette passion du public pour les belles mécaniques. On en a tous rêvé étant petit. Participer au Mans Classique alors qu'on a entre 7 et 13 ans, c'est possible. C'est possible grâce à Little Big Mans. 2 présidents, celui de la CO et celui de la FIA sur la grille de départ. Rien que ça, Little Big Mans, c'est du sérieux. Au volant de leur voiture réplique à l'échelle junior, ils s'affrontent sur un tour du circuit Bugatti. Concentration et sérieux sont de mise. À quelques minutes du départ, le directeur de course entre en piste. C'est Johan Blake, champion du monde du 100 mètres et 2e meilleur performeur au monde de la discipline, qui officie cette année. Je trouve cela excitant. J'ai tellement entendu parler des 24 heures du Mans dans ma vie, et là, j'y suis pour la première fois. La vitesse, c'est effectivement ma vie. Je cours très vite, mais voir tous ces bolides et tous ces enfants qui sont là pour la compétition, c'est vraiment génial. Lorsque vous étiez enfant, vous auriez aimé faire cela? Tous les enfants rêvent de faire cela. Je serais même prêt à y aller dès maintenant. Dans le plus pur style Le Mans, les 70 concurrents s'élancent à leur rythme. Les trajectoires ne sont certes pas encore très orthodoxes, mais la passion est bel et bien là. Attention toutefois à ne pas trop se déconcentrer au moment d'aborder la première courbe rapide du circuit. Après les magnifiques jouets pour les enfants, voici ceux des grands enfants. Il est 16h30 et les voitures du plateau 1, celles construites entre 1923 et 1939, se présentent sur la grille de départ pour se placer sous les ordres du directeur de course. Le président de la FIA, Jean Todt, ne raterait le départ du Mans Classique sous aucun prétexte. En connaisseur, il admire les plus prestigieux modèles du musée vivant. Bon, messieurs les propriétaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sébastien Loeb, mesdames et messieurs. Et cette année, c'est Sébastien Loeb qui donne le départ du Mans Classique en présence de Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des 24 heures. La CO est l'un des plus anciens automobiles clubs de France et pour le président Fillon, le Mans Classique est devenu un événement incontournable du calendrier. Quatre, 3, 2, 1, top! 17h, la course est lancée, tradition oblige, les pilotes traversent la piste en courant pour rejoindre leur véhicule et s'élancer dans le double tour d'horloge. Bien entendu, au Mans Classique, il est impossible de faire rouler les 450 concurrents durant 24 heures dans la même catégorie. C'est pour cette raison qu'il y a 6 plateaux différents qui vont se relayer en piste durant 24 heures. Les courses durent 45 minutes chacune et un arrêt au stand de 1 minute 30 est obligatoire. Les voitures du plateau 1 sont très physiques à piloter. Malgré cela, certains poussent l'évocation historique jusqu'à se mettre dans la peau des pilotes du début du XXe siècle. Nous sommes venus par la route et la voiture a été préparée bien entendu avant en Angleterre, mais nous sommes venus par la route comme les anciens et pas du tout avec une camion, une dizaine de mécanos et tout. Mais ils allaient moins vite que nous parce que les voitures sont aujourd'hui dans un état refait et impeccable. Tous les matériaux utilisés aujourd'hui sont plus performants, en tout cas en longévité que
que l'un des anciens. Mais Bentley, c'est de l'incassable en principe. Bentley, BMW, Aston Martin, Talbot, Delahaye, Riley, Bugatti, Samson, Lagonda, pour ne citer que les marques les plus connues, s'affrontent dans ce plateau 1. Place à présent au plateau 2, qui lui aussi a droit à son départ type Le Mans. Les voitures datent de l'immédiate après-guerre, 1949 pour les plus anciennes et 1956 pour les plus récentes. Et c'est parti pour 45 minutes de course sur le grand circuit des 24 heures. Les modèles emblématiques de l'époque sont les Maserati 300S et A6 GCS, les Jaguar XK, les Porsche 356, les 300 SL de Mercedes, les Aston Martin DB2 et 3 ou encore les premières Lotus. Mais s'il y a bien un modèle qui a marqué l'histoire, c'est la Jaguar Type C. Fabriquée entre 51 et 53, la C est sur le papier un modèle XK 120 développé pour la course. Dans la réalité, elle ne reprend quasiment que le moteur 6 cylindres de sa grande sœur. Pour le reste, il s'agit d'un châssis tubulaire conçu pour la course et recouvert d'une carrosserie aérodynamique. Les Type C remportent le Mans en 51 et 53. Cette seconde victoire est d'ailleurs historique puisque c'est la première fois qu'une voiture munie de freins à disque gagne en compétition. 53 Jaguar C ont été construites. Leur valeur actuelle tourne autour de 2 millions d'euros pour les moins connus et les prix peuvent flamber pour les modèles au palmarès élogieux. Reconnaissable à sa dérive derrière la tête du pilote et l'absence de calandre, la Jaguar Type D succède à la C en 1955 et remporte le Mans 3 ans d'affilée. Plusieurs de ces bijoux chers à Sir William Lyons animaient les plateaux 2 et 3 des 24 heures du Mans classique. Coup de projecteur sur deux autres voitures incontournables de l'immédiate après-guerre. La Porsche 956, le premier modèle de la marque, a posé les roues sur la piste des 24 heures du Mans. Ou encore l'AC Bristol et son petit 6 cylindres de 2 litres. Elle préfigure ce que sera l'AC Cobra de Carroll Shelby moins de 10 ans plus tard. Un peu de shopping, rendez-vous au milieu du circuit Bugatti pour la vente aux enchères d'Art Curial. Ce qui m'intéresse dans cette Jaguar, c'est que c'est une première série, qu'elle est apparemment avec la sellerie d'origine, un peu patinée, un peu usée. C'est typiquement comme les Anglais les aiment, voilà. Cette Jaguar cabriolet a été mise en vente à 80 000 € sans prix de réserve. Le marché de la voiture ancienne est porteur, c'est une évidence. La preuve, 82% des lots proposés ont trouvé acheteur avec un record de 1 115 600 € pour une Mercedes 300 SL. Il
se retrouvent dans ce magasin de jouets extraordinaire et finalement leur cœur ne peut que balancer vers la décision d'achat. Et on fait tout pour, puisque nous sommes là pour défendre évidemment les intérêts de nos vendeurs. Les acheteurs, eux, ont la liberté de cesser de lever le doigt quand ils le veulent. Ça fait partie du show. Un show mené par maître Hervé Poulain qui fêtait ses 40 ans de carrière dans l'automobile ancienne. 150 automatique de 1967. On adjuge à 11 000. Adjugé 11 000. Le jour tombe lorsque les concurrents du plateau 4 se présentent en pré-gris pour leur première course. Le passage du jour à la nuit est toujours un moment délicat à gérer lors des courses de 24 heures. Avec la lumière qui faiblit, il faut modifier ses repères de freinage. Chaque tour est à présent différent du précédent. Et puis, avec la température qui diminue quelque peu, le comportement des voitures évolue également. Bref, les pilotes du plateau 4 doivent se montrer vigilants. Lors de cette manche, les drapeaux jaunes et les safety cars se sont succédés en piste, mais aucun incident grave n'est heureusement à déplorer. Il est plus de 23 heures, les tribunes sont encore bondées lorsque les concurrents du plateau 5, qui réunit les voitures de 66 à 71, démarrent pour sa première course. Dans les stands, la valse des changements de pilote rythme chacune des courses. Les visages connus succèdent aux amateurs anonymes au volant de toutes ces splendides voitures. Mais t'as entièrement raison, lui. Bien entendu, pour certains, le Mans classique se termine prématurément sur casse mécanique ou sur sortie de route, car tous les pilotes sont là pour faire la course, c'est une évidence. Durant l'épreuve, toutefois, aucun accident sérieux n'est à dénombrer et la plupart des voitures endommagées ont pu être réparées entre les différentes courses. Il fait à présent nuit noire au Mans, l'occasion de s'offrir une petite toile au drive-in. Bien entendu, les films proposés aux spectateurs tournent autour de la course. Le Mans, évidemment, mais également Weekend of a Champion ou encore Un homme et une femme de Claude Lelouch. Minuit et demi, place aux plus récentes voitures de course, les années 70 sont à l'honneur. Mais également les jeunes pilotes qui à l'époque conduisaient ces splendides protos. En remontant la grille, ça n'est évidemment une surprise pour personne de croiser à bord de l'Alpine Renault A442 Jean Ragnotti, emballé comme un jeune homme qu'il a toujours su rester. Et Renault a tenu à ce qu'on roule avec une voiture qui était exactement la même que celle qui roulait en 78, avec des rapports, les mêmes rapports de boîte. Mais comme entre-temps il y a eu des chicanes qui ont été rajoutées, maintenant on a des rapports trop longs. Ce qui fait qu'en performance, ça nous a fait régresser. Et nos petits adversaires devant, eux, ils ont mis les bons rapports. Alors on ne fait plus figure de favoris. Si on termine 7, 8e, ça sera très bien. Vous l'avez compris, Jeannot est là pour faire la course, quoi qu'il arrive, mais il n'est pas le seul. Dans ce plateau 6, les pneus slick sont autorisés. Il y a donc un coup stratégique à jouer. Les pneus slick sont apparus en course dès 1967 aux 24 heures du Mans. Ils sont autorisés au Mans classique, donc pour les voitures du plateau 6. Mais cette année, durant la nuit, les pilotes n'ont pas pris de risques et heureusement, car ils ont essuyé de violents orages au point même que la direction de course a décidé de sortir la voiture de sécurité pour la première course du plateau 6 afin d'éviter les sorties de route. La nuit du Mans classique est rythmée par les orages. Tous les pilotes vont connaître la joie du pilotage sur la pluie de nuit dans les Hunaudières. Des conditions d'autant plus délicates lorsqu'il s'agit de prendre le volant d'une voiture découverte au pare-brise inexistant, mais rien de tout cela n'entame le moral des troupes. Après tout, la pluie fait partie intégrante de l'histoire du Mans et les courses disputées dans leur totalité sur une piste sèche se comptent sur les doigts des mains.
Lors des deuxièmes manches, les stratégies commencent à s'élaborer car pour remporter le Mans classique dans l'une ou l'autre catégorie, il faut faire preuve d'endurance bien entendu, mais également de fiabilité. Les classements ne sont connus qu'au terme des 3 courses de chacun des plateaux par addition des performances dans chacune des manches. Un calcul savant qui permet de dégager un vainqueur par catégorie, mais également un team vainqueur au général, car chaque voiture fait équipe avec 5 autres répartis dans les différents plateaux. Pour faire simple, les voitures portant les mêmes numéros dans chacun des plateaux peuvent faire gagner leur équipe. Alors forcément, les pilotes s'intéressent aux résultats de leurs camarades de team et suivent de près chacune des courses. Dimanche matin, l'heure bleue, un moment magique. La pluie a cessé de tomber, mais l'accalmie est de très courte durée. À l'heure du petit déjeuner, c'est le ciel qui tombe sur le circuit du Mans. On s'abrite comme on peut dans les tribunes, sous les parapluies ou dans les loges du circuit, le temps de laisser passer l'averse et admirer le courage des pilotes rincés au volant de leur machine. La dernière course du plateau d'avant-guerre s'achève sous un déluge total, impossible d'y voir à plus de 5 mètres. Alors, autant revenir un peu en arrière pour montrer les vainqueurs. Après tout, le Mans classique est un incessant voyage à bord de la machine à remonter le temps. Et c'est sans doute ce que s'est dit l'Allemand Albert Otten au moment de boucler cette édition du Mans classique en 3e position à bord de sa rutilante BMW 328 de 1939. Cette année-là, une voiture identique remporte sa catégorie dans la Sarthe et finit 5e au général. La 328 était à l'époque une voiture complète puisqu'elle a même réussi à s'imposer à l'Alpine Rally et au Mille Miglia. Christian Traber termine 2e à bord de sa Talbot Lago, une ex-monoplace décalée. En 1950, les Rosiers, père et fils, remportaient la classique mancelle à bord d'une Talbot Lago. Les vainqueurs sont britanniques, Birch et Burnett sur une Talbot 105 de 1931. Lors de la première course disputée sur le sec, ils ont roulé à une moyenne de 133 km/h. Dans le plateau 2, la victoire finale se joue entre voitures anglaises. Alex Buncombe a survolé les 2 premières manches à bord de sa Jaguar D, mais le dimanche matin, sous la pluie, il est parti à la faute, ruinant sa course et tout espoir d'être bien classé. Au final, c'est une autre Jaguar qui l'emporte. Comme à l'époque, elles ont donc dominé le plateau 49-56. Finberg et Newell s'imposent à bord de leur Jaguar de 1953. Petit coup de zoom sur cette Alfa Romeo Giulietta SZ de 1962. Elle est pilotée par 2 frères Manceau et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Pierre et François Fillon qui partageaient également le volant d'une Bizzarini 5300 GT dans le plateau 4. Chez les Fillon, l'automobile fait partie de la culture familiale et ce n'est pas un hasard s'ils pilotaient au Mans classique. On a toujours eu la passion des voitures, on avait un grand-père qui était passionné d'automobile et voilà, on n'a jamais arrêté et on espère arrêter le plus tard possible. C'est particulier de rouler en fratrie? On l'a toujours fait, donc moi je sais pas, je me pose pas la question. Il est un peu plus rapide que moi, ça m'énerve, mais c'est comme ça, c'est la vie. On a réalisé presque un rêve. On a roulé ensemble sur 2 voitures, une Alfa Romeo et une Bizzarini. Et on roulait sur ce circuit avec ces voitures. Lorsque vous roulez avec des Ford GT40, avec des Porsche, toutes les voitures qui nous ont fait rêver quand on était enfants, c'est évidemment exceptionnel. Dans le plateau 3, le podium est occupé par le Hollandais Karsten Leblanc sur son Austin Hillet 3000 DD300, un modèle d'usine de 1960.
La deuxième position est pour cette Ferrari 250 GT Berlinetta. Quant à la victoire, au cumul des 3 manches, elle est pour la Jaguar D de Pearson et Harris. Les pilotes du plateau 4 ont eux aussi eu droit à leur départ type Le Mans, mais lors de la dernière course qui s'est disputée le dimanche sur une piste détrempée. Sur le circuit hyper piégeux, les pirouettes s'enchaînent, mais sans la moindre casse, heureusement. Ce sont les voitures emblématiques de cette époque 62-65 qui composent le podium. En 3e position, la Jaguar E Coupé de La Journade et Aubry. Michel Lecourt place à Shelby Cobra de 1964 sur la 2e marche. Et la victoire revient au très expérimenté Hans Hugenholtz, le Hollandais qui a participé à plusieurs éditions des 24 heures du Mans et qui est à présent un incontournable des courses historiques au volant de sa Ford GT40 frappée du numéro 12. Il y a toujours des nouveautés. Aujourd'hui, par exemple, on a une course sur la pluie. C'était vraiment très glissant. Je savais que j'étais bien classé après les 2 premières courses et pour le coup, je termine sur le podium, c'est génial. Les éclaircies font leur apparition pour les 2 dernières courses. Sur la prairie du plateau 5, c'est l'occasion de croiser Jacques Nicolet. Voilà, c'est une voiture qui a une belle histoire. Justement. Et puis qui a fait le Mans avec Guy Ligier et Patrick Depailler. Donc voilà, quand je pose mes fesses dans le baquet, ça charge tout de suite d'histoire. À l'origine de la renaissance de Ligier aux 24 heures du Mans cette année, Jacques Nicolet ne pouvait bien entendu pas piloter une autre voiture que cette JS3 de 1971, un proto que Guy Ligier pilotait en personne avec le regretté Patrick Depailler. La très belle JS2 était également au départ du Mans classique dans le plateau 6. Elle reste la voiture vichysoise qui a connu le meilleur résultat au Mans avec une 2e place décrochée par Lafosse et Chasseuil. C'était en 1975. Au rayon des Françaises, il faut également pointer la Matra 670 partagée par Richard Mille, Yvan Mahé et Romain Dumas. Cette machine est entrée dans l'histoire tout d'abord par le bruit inoubliable de son moteur V12. Mais Matra, c'est également une domination sans partage dans la Sarthe entre 71 et 74. Gérard Larousse faisait partie de l'aventure. En 1973, quand j'ai gagné, la foule était sur la piste. J'ai eu beaucoup de mal à protéger cette pauvre Matra pour qu'elle ne soit pas trop abîmée après l'arrivée, parce que c'était quelque chose de sensationnel. 73 et 74, Larousse et Pescarolo sont les rois du pétrole. Jean-Luc Lagardère, le chouchou des Français, qui attendait une victoire tricolore depuis 1950, aux 24 heures du Mans. On ne va pas se voiler la face, le sport automobile est un sport de mecs. C'est également le cas lorsqu'on parle de voitures anciennes. Et pourtant, en regardant de plus près la liste des engagés au Mans classique, quand on est au volant de ces voitures, on passe son temps à regarder les indicateurs, vérifier toutes les températures, toutes les pressions, être sûr qu'il n'y a rien qui ne va pas, parce que ça peut tout de suite être vraiment préjudiciable. Et puis on se garde toujours aussi une marge de sécurité au cas où... Pour la première fois cette année, une vingtaine de filles pilotaient au Mans classique. Corentine est une pilote à part entière. Elle parle comme les pilotes de course et surtout, elle maîtrise le volant mieux que bon nombre de ses adversaires avec le charme en plus.
Sa Chevron B16, elle la connaît par cœur. La Chevron est une voiture très performante en course historique, au même titre que les Lola T70. À l'époque, ces machines faisaient office d'outsider, mais leur conception simple et rigoureuse fait qu'elles sont à présent nettement plus faciles à faire rouler en historique que bon nombre de voitures proto de l'époque. Pour preuve, elles trustent les 4 premières places du classement, dont le plateau 5, la victoire finale revenant à nouveau à un Hollandais, David Hart. Le soleil est définitivement de retour pour boucler ce Mans Classique 2014. Dans le paddock, l'activité reprend de plus belle. Hommage à l'épopée des premiers congés payés en France qui rime avec les premiers embouteillages sur la Nationale 7. Shopping souvenir au milieu du village, le Mans Classique c'est également cela, des choses à voir, à découvrir, pas le temps de s'ennuyer une seconde dans les allées du circuit. Le passé rime finalement si bien avec modernité. Just about to begin. Dernier petit tour dans le Démondrome et il est temps de retourner vers la piste pour assister à l'apothéose du week-end, l'ultime course du plateau 6. Les couleurs orange et bleu ciel sur les voitures de course, tout le monde les connaît. Elles sont emblématiques des 24 heures du Mans, au point que cet homme en a fait sa passion, ou plutôt sa collection de voitures de compétition. Personnellement, j'aime les voitures ouvertes. On est plus en contact avec les éléments et cela me plaît beaucoup. Cette Mirage GR7 roule pour la première fois depuis 1978. On l'a restaurée, mais ici c'est sa toute première course. Roald Goethe possède pas moins d'une trentaine de voitures de course bleu ciel et orange, dont quelques bijoux à l'image de cette Mirage GR7. En les faisant courir en historique, le collectionneur allemand poursuit en quelque sorte l'œuvre de John Wyer, le fondateur de la marque Mirage, qui avec Rondeau est le seul constructeur indépendant à avoir remporté les 24 heures du Mans d'après-guerre. C'est d'ailleurs une Mirage qui s'impose dans le plateau 6, celle pilotée par Chris McAllister, lui aussi propriétaire de quelques-unes des voitures décorées aux couleurs orange et bleu ciel. Deuxième du plateau 6, le Portugais Carlos Bardo sur sa Lola T280. Et pour compléter cet ultime podium au Mans Classique, la voiture à la décoration d'époque la plus atypique, la Porsche 935 K3 Kremer de Nicolas Dieterön. Coup de projecteur enfin sur un autre ancien vainqueur du Mans, Jochen Mass. C'était en 1989 au volant d'une Sauber Mercedes. Lors du Mans Classique, il pilotait une Porsche 911 RSR. Et c'est donc à 17h que s'est achevée cette 7e édition du Mans Classique. Un succès populaire, mais également sportif. Tous les pilotes ont vécu une course exceptionnelle dans une ambiance hors du commun. Et au Mans Classique, il y a un vainqueur au général, ou plutôt un team vainqueur au classement général. Cette année, ce sont les voitures frappées du numéro 12 qui s'imposent. La Chevron de Sheldon dans le plateau 5. Dans le plateau 6, la Lola T292 de Hull, Catlow et Sinclair. La Ford GT40 de Hans Hugenholz, qui a également remporté sa catégorie et bien aidé à la victoire finale, on l'a vu. La très belle et très rare Lister Jaguar Knobbly de 1958, propriété de Chris Loon. La Jaguar Type D emblématique du Mans, bien entendu, dans le plateau 2, celle de Monteverde, Pearson, Smith et Twyman, et enfin la Talbot 105 de Birch et Burnett, la doyenne de l'équipe.
Tous les pilotes victorieux ont été récompensés comme il se doit dès le dimanche soir. Il faut à présent attendre 2 ans avant de revivre cet exceptionnel week-end de course à l'ancienne. Patrick Peter l'a promis, l'édition 2016 du Mans Classique sera plus grandiose encore avec de nouvelles surprises. Et chez Peter Auto, on fait courir des voitures anciennes, mais on innove sans cesse.